Bonjour à tous et bienvenue sur La Retraite à 40 ans, le podcast pour prendre sa vie en main. Chaque dimanche, retrouvez une personne comme vous qui échange sans fil sur ses origines, ses ambitions, ses aspirations, sa relation à l'argent. Je m'appelle Victor Laura, je suis l'expert français du frugalisme et du mouvement FIRE, Financial Independence and Retire Early, indépendance financière et retraite précoce. Retrouvez mon livre La Retraite à 40 ans, c'est possible aux éditions Larousse. Pour rejoindre le mouvement FIRE, c'est sur devenirfrugaliste.com. Il y a une communauté, des workshops et des outils. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Retraite à 40 ans. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver. On va parler de dette et d'investissement et on va parler principalement des limites de dette qu'on peut avoir dans un projet immobilier. Attention, ça va aller très vite, prenez des notes ou si vous êtes bien installé en voiture, profitez. Je pense que ça va vous donner pas mal d'éléments et ça va beaucoup vous aider dans vos invests. Alors, je reviens pour donner un petit peu de contexte. Du coup, moi, c'est Victor. J'ai ma dette que j'ai pu constituer en immobilier pour arriver jusqu'à 300 lots. Attention, dans les 300 lots, il y a 100 places de parking, donc 200 lots plus 100 lots de parking. Et j'accompagne tous les mois, je fais un groupe de 10 personnes que j'accompagne pour faire de l'investimo, que ce soit le premier invest ou que ce soit du scale en IMO pour passer à du 2, 3, 4, 5 millions d'investissements. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir, il me reste des places, une place, je crois, pour la semaine prochaine. Donc prenez directement un rendez-vous avec Martin, c'est parti, venez faire l'IMO avec nous. On va reprendre du coup, une des premières étapes de votre côté, ça va être de réussir à faire un maximum d'investissement en immobilier pour avoir un maximum de cash flow. On reprend un truc de base. Si vous faites un investissement qui fonctionne bien, donc là j'en ai un sous les yeux, c'est un investissement qu'on a négocié la semaine dernière. On a simplement, c'est un invest qui a 163 000 euros et on arrive à faire, en empruntant la totalité de ces 163 000 euros. Donc, c'est un appartement, 143 000 euros d'appartement. On rajoute tous les frais annexes avec un petit peu de travaux et les frais notaires, les frais bancaires. On arrive à 163 000 euros en totalité. On va emprunter toute cette somme et du coup, on a un cash flow de 538 euros par mois. Donc, c'est une colocation Île-de-France, ça cartonne. On est super content. Bravo, ça va être une première acquisition pour un des participants de mon training. La question qui va se poser, c'est qu'une fois, donc il faut déjà lever cette interrogation, c'est réussir à trouver ce type d'investissement. Donc que ce soit coloc, que ce soit immeuble de rapport ou que ce soit location courte durée, voire même locaux commerciaux, il faut trouver votre type d'investissement là où vous allez être bon. Une fois que vous arrivez à trouver ce type d'investissement, c'est bien d'avoir 538 euros de cash flow. Donc attention, le cash flow, là c'est du cash flow avant impôt, c'est-à-dire que c'est un excédent de trésorerie avant impôt. Au début, avec les règles fiscales d'aujourd'hui, qui je pense ne vont pas évoluer en réalité, je ferai sûrement un épisode là-dessus, ça vous fait 538 euros en plus sur votre compte bancaire. Il y a normalement les impôts. Pendant les premières années, vous allez potentiellement réussir à avoir 0 impôt pendant 5 à 10 ans. Donc 538 euros de cash flow, c'est comme si vous aviez 538 euros en plus sur votre compte. À terme, après, il y a aussi des méthodes, et je vous en parlerai plus tard, vous allez avoir du 50% d'impôt à terme si vous ne faites pas d'optimisation, et c'est tout à fait possible de faire des optimisations. Donc le cash flow, généralement, on le divise par 2 pour avoir le revenu équivalent salaire. Par exemple, si aujourd'hui vous gagnez 2 500 ou 3 000 euros de salaire, en réalité, vous coûtez 6 000 euros à l'entreprise, et vous, à la fin, il vous restera, attention, parce qu'il y a l'impôt sur le revenu aussi, il vous restera un peu de moins de 3 000 euros si on prend toutes les cotisations et ainsi que les impôts. Une fois qu'on a fait ça, on se dit, ok, c'est super, je fais une coloc, un invest, je suis capable de faire 5 338 de cash flow. Je pense qu'on a tous des objectifs. Dans un premier temps, c'est de faire un invest. Dans un deuxième temps, c'est faire pourquoi pas 1 000 euros de cash flow. Dans un deuxième temps, 2 000, 3 000, etc. Donc nous, on va se dire comment je peux avoir du 5 000 euros de cash flow. Donc dans ce cas-là, 5 000 euros de cash flow, il faut que je fasse x10. Donc en gros, il faut que j'achète 10 appartements qui sont similaires à ce premier invest que j'ai réalisé. 10 appartements, on arrive à... Donc c'est 163 000 de coût total de projet. Donc 10 appartements, il va falloir qu'on emprunte, si on emprunte la totalité, 1 637 000 euros. Et si je veux en faire encore plus, je vais dépasser, donc si je veux faire le double encore, donc du 10 000 euros de cash flow, il va falloir que je fasse x2 sur ça, donc on est quasiment à 4 millions d'euros d'investissement. Comment ça va se passer, votre plan, au fur et à mesure du temps? Et là, je vais vous mettre, à force de faire des opérations, je vais vous donner un petit peu les règles de comment ça se passe. Alors, c'est mon interprétation des règles bancaires. Par exemple, vendredi dernier, dans la communauté FIRE, vous avez plein de gens. Donc, vous avez des directeurs d'agence qui me contactent, qui veulent faire des investissements. Donc là, je les remercie d'ailleurs. Et si vous êtes directeur d'agence bancaire, venez faire des invests avec moi. Et venez qu'on s'amuse et venez dans la roue. C'est exactement ce que m'a dit un directeur d'agence sur LinkedIn cette semaine.
Et il y a aussi, tous les techs qui sont, dans les grandes banques et qui font l'IA, qui permet, aux grandes banques de valider vos dossiers bancaires et de vérifier que vous êtes dans les clous. Donc ça, je peux avoir accès à ces genres d'informations-là d'un côté, mais finalement, moi, mon retour d'expérience, je fais du rétro-engineering. C'est-à-dire, à force de signer des deals, je vois quelles sont, les tendances aujourd'hui dans les banques, je vois quelles sont les évolutions. En fait, je le vois dans l'autre sens. C'est-à-dire, en gros, chaque semaine, je signe à peu près 1 million d'euros de deals en IMO, avec un deal moyen je suis entre 250 et 500 000 euros de deal. Donc, généralement, c'est minimum, je signe 2 deals en IMO par semaine, et maximum, si je tombe dans des deals à 200, je vais en signer 5. Et là, à chaque fois, je vais pouvoir reconstituer des dossiers bancaires avec des profils qui sont différents. Donc, par exemple, là, je peux vous parler de Thomas, qui gagne très bien sa vie, qui pourrait être en banque privée, qui fait des deals plutôt à 500 000 euros. Là, on est dans l'Ouest principalement. Et je peux vous parler, par exemple, là, de Stenter. Stenter qui est dans le bâtiment et il gagne 2600 euros par mois. Donc, en fait, je peux voir les deux dossiers. Thomas, lui, il a déjà une RP, il a déjà des investissements, etc. Il a plutôt 33, 34 ans. Et de l'autre côté, on va avoir Stenter qui, lui, a, je crois, 26 ans et n'a pas d'endettement, etc. Une fois que je fais ça, donc je vais pouvoir faire avec eux, déposer des dossiers par rapport à une stratégie que j'ai déjà établie et je vais avoir les retours des banques qu'on va renégocier avec les banques. Donc là, je me rends compte des nouvelles conditions, des nouvelles façons de faire. Est-ce que le différé, ça marche toujours? Donc le fait de, vous avez un emprunt, par exemple, de 100 000 euros, au lieu de commencer à le rembourser dès que vous avez récupéré les clés du bien, vous allez le rembourser 2 ans plus tard. Et vous avez 2 ans où soit vous payez seulement les intérêts, ou soit vous payez rien du tout pendant 2 ans et au bout de 2 ans, votre emprunt commence. Bref, il y a plein de règles qui, comme ça, évoluent dans le système bancaire. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a dans l'organe. En fait, moi, comment je le perçois aujourd'hui, après, il faudra vérifier dans le fonctionnement global, il y a une haute autorité qui va éditer des lois pour le système bancaire, et après, il y a les banques qui vont interpréter ces lois-là et qui vont aussi, par rapport au marché, pouvoir ou pas faire des crédits par rapport à la stratégie. Donc il y a plusieurs facteurs qui entrent en compte. Puis après, il y a la concurrence aussi entre les banques qui essaient de voir quels sont les bons systèmes à mettre en place. Elles se copient entre elles. Par exemple, BNP va inventer quelque chose de nouveau pour des crédits, va se rendre compte que ça marche bien. Finalement, les gars du Crédit Agricole vont recruter des mecs de chez BNP et les mecs vont dire, ah bah tiens, on a fait ça chez BNP, ça marche bien, et ils vont changer ce système-là et puis regarder aussi ce qui se passe à l'étranger. Bref, une fois que vous savez tout ça, donc moi, ce que je fais, c'est que je dépose plein de dossiers bancaires tout le temps. Du coup, je peux voir ce qui se passe et j'ai mon expérience de moi d'avoir levé plus de, je sais pas, je dois avoir levé plus de 20 millions de dettes en termes d'emprunt. Il faudrait que je fasse les chiffres exacts. Donc il y a le levé de l'equity donc dans les startups à plus de 100 millions et sur des dettes d'emprunt, on doit être à plus de 20 millions de dettes d'emprunt. Après, il y a différents types d'emprunts. Ici, on va se concentrer sur la dette de l'immobilier, mais gardez en tête aussi pour ceux qui sont intéressés par ça, que la dette de l'immobilier, ce n'est pas la dette des rachats d'entreprise. Donc pour tous ceux d'entre vous qui aujourd'hui sont à balle sur de la dette et ce qu'on va voir en immobilier, n'hésitez pas à vous dire peut-être que votre prochaine étape, ce qui est assez logique, surtout quand vous avez fait l'IMO, c'est de passer sur la dette d'entreprise qui n'est pas liée à votre endettement immobilier. Donc là, ça peut être intéressant. Par contre, attention, votre endettement sur des crédits conso est lié à votre endettement immobilier. Donc attention si vous faites ça. Et attention pour un dernier cas, dans les types de boîtes que vous pouvez reprendre, il y a des entreprises qui se financent avec de la dette et d'autres sans dette. Donc dans le cas où vous voulez reprendre un site par exemple de dropshipping qui fait 250 000, 500 000 euros de chiffre d'affaires, 75 000 euros de marge. Disons que vous l'achetez 50 000 euros le site de marge annuelle. Quand vous l'achetez 50 000 euros, ce site-là, attention, il y a très peu de banques qui vont vous suivre. Donc ça dépend du site en tant que tel, etc. Mais il y a très peu de banques qui vont vous suivre pour financer déjà 50 000 euros. C'est compliqué. Et en plus, très peu de banques qui vont vous suivre pour l'achat d'un site e-commerce. Donc quand vous allez mettre donc la technique en fait pour récupérer de l'argent et pour pouvoir acheter un site de dropshipping, c'est de faire par exemple un crédit à la conso. Vous êtes par exemple chez Crédit Agricole aujourd'hui, vous gagnez 5 000 euros par mois, vous allez les voir, vous faites salut, j'ai envie d'avoir 80 000 euros. Crédit Agricole vous fait un virement de 80 000 euros sur votre compte parce que c'est une ligne de crédit classique que maintenant beaucoup de banques font à ces montants-là. Par contre, cette ligne de crédit que vous avez de 80 000 euros, là, ce crédit conso va directement impacter votre endettement classique immobilier. Si on revient sur notre sujet, votre objectif du coup, c'est de se dire, OK, on fait une première opération, vous réussissez à comprendre comment faire une opération qui marche et qui fait du cash flow. Ça, c'est le plus important pour la majorité d'entre vous. Il faut comprendre comment faire ça. Là, vous venez dans mon coaching, on fait ça en 2 mois. Franchement, c'est plié. Vous avez compris comment trouver. Vous avez levé vos blocages, donc ça dépend de vos blocages, hein. Vous allez lever vos blocages et vous passez à l'action et vous achetez un bien. OK, donc là, vous avez compris que vous êtes en capacité de choper des deals qui font du cash flow. Une fois que vous avez chopé ça, vous êtes confronté du coup à 4 problématiques. Ce que vous voulez, c'est augmenter grandement votre endettement. Pourquoi? Parce que vous savez
comme dans le cas maintenant, là, à présent, donc pour 163 000 € d'invest, vous savez que vous faites du 500 € de cash flow par mois pour ajuster. Donc on peut dire pour 150 000 € d'invest, vous faites du 500, ou pour 200 000 €, vous faites du 500. Ça dépend de la rentabilité de ce que vous achetez, etc. On va partir sur un truc simple. Disons que pour 200 000 € d'invest, vous faites du 500 € de cash flow. C'est plus simple, on arrondit. Votre objectif, ça va être d'en faire 10 fois plus, donc d'arriver à 2 millions d'euros. Et là, on va voir quels seront vos éléments limitants. Alors, n'hésitez pas, d'ailleurs, si vous êtes banquier et que vous écoutez ce podcast, à me renvoyer sur LinkedIn, vous, ce que vous en pensez, et refaire le calcul dans l'autre sens. La première limite, c'est les fameux 35% d'endettement. Donc, si vous êtes une personne lambda en France, moi, de ce que je vois des banquiers, il y a plusieurs stades. Il y a un premier stade, ça va être de réussir à gagner dans les 3 000 € par mois. Dans les 3 000 € par mois, vous êtes, si vous êtes globalement jeune et 3 000 € par mois, vous êtes dans un niveau qui est, vous êtes un bon client pour une banque, entre guillemets, vous gagnez un bon salaire, vous êtes bien, etc. Vous allez pouvoir monter à vos 35% d'endettement. Et là, ce qui est possible de faire, ça va être de faire un ou deux invests à 200 000 €. Ça dépend en fonction de où est votre résidence principale, etc. Mais grosso modo, vous allez pouvoir monter jusqu'à ces 35% d'endettement et ça va représenter un ou deux invests à 200 000 €. Donc, vous allez pouvoir monter à 400 000 €. Là, déjà, il y a des petites techniques pour y arriver, mais grosso modo, vous allez pouvoir trouver des banques pour arriver à ces 400 000 € d'endettement. Mais là, paf, vous êtes à 35% de dette. Une fois que vous êtes à ce niveau-là, vous allez quand même pouvoir continuer un petit peu, potentiellement en faire un supplémentaire. Donc, monter à 600 000 €. Là, c'est purement de la négociation avec des banques. Donc là, si vous avez un directeur d'agence qui vous apprécie, qui voit ce que vous êtes en train de faire, qui vous comprend, qui est motivé, qui va être motivé à s'embêter à défendre votre dossier, oui, vous allez pouvoir monter en achetant du coup en propre. Là, je parle simplement d'acheter en propre. Donc, vous allez faire acheter le premier bien, le mettre en location, être du coup en location meublée. Là, c'est ce qu'on appelle LMNP. Vous allez le mettre en loc, c'est très bien. Vous allez avoir vos 500 de cash flow. Vous en faites un deuxième et vous en faites un troisième. Donc ça, vous allez pouvoir arriver à 600 000 €, entre 400 et 600 000 € d'endettement. Là, vous êtes dans le cas où vous gagnez 3 000 € par mois. C'est bon, mais vous avez 600 000 € d'endettement. Vous faites du 1 500 € de cash flow. C'est déjà très bien, mais comment vous pouvez faire pour passer au-dessus? La technique d'après, ça va être de passer en société, donc en SCI à l'IS. C'est-à-dire que vous allez créer une entreprise et là, la banque va vous suivre tant que tant que vous avez un investissement qui fait du cash flow positif et que vous pouvez mettre 20% d'apport. Attention, encore une fois, ceux qui veulent faire des projets avec beaucoup de travaux. Par exemple, vous allez faire un projet à 200 000 €, mais vous avez 100 000 € de travaux et 100 000 € d'achat du bien. La banque va vous demander souvent plus d'apport. Donc, au lieu de vous demander 20%, donc 20 000 € sur le projet, elle risque de vous demander plus. Pourquoi? La banque, ce qui va l'intéresser, c'est d'être sûr que si un jour vous êtes dans un état critique, qu'elle puisse retrouver son argent. La problématique des travaux, il y a beaucoup de personnes qui croient encore aujourd'hui que quand ils font des travaux dans un bien, ça ajoute de la valeur du bien. Le calcul n'est absolument pas ça. C'est pas parce que vous faites 50 000 € de travaux dans une maison que la maison va prendre 50 000 € de valeur. Si vous voulez bien comprendre comment ça marche, il faut vous positionner beaucoup plus en marchand de biens. C'est pas l'argent que vous injectez dans un business qui va faire la valeur du business, c'est la valeur marché du business. C'est la même chose dans les entreprises. Il y a des personnes qui vont dire: tiens, j'ai injecté 1 million d'euros dans ma boîte de mon argent perso, du coup j'aimerais ressortir minimum avec 1 million d'euros. Sauf que la problématique, c'est: mon gars, tu as mis 1 million d'euros, si tes projets n'ont pas marché et qu'aujourd'hui ta boîte ne vaut rien, elle ne vaut rien, donc tu as perdu 1 million d'euros. Donc attention à cette pensée de croire que les travaux vont rajouter de la valeur à un bien. Il y a deux types de travaux. Il y a les travaux qui vont effectivement faire de la valeur dans un bien, et là ça se voit assez facilement. Si vous avez un grand appart où il y a peu d'acheteurs qui vaut 500 000 €, vous le divisez en deux apparts où il y a beaucoup de demandes à 300 000 €. Quand vous faites le delta avec les travaux, vous avez 100 000 € de marge. Après, il faut enlever les travaux. Si vous acceptez 50 000 €, vous faites 50 000 € de marge. Voilà, ça c'est vision marchand de biens. Vous changez un usage, enfin, ou du moins vous changez l'utilisation du bien. Et là, vous faites vraiment des travaux qui font de la valeur. La plupart des travaux ne font pas de valeur, et surtout attention dans le temps. Là aujourd'hui, vous faites de la peinture dans un logement. Si vous avez un locataire qui est fantastique, ça dure 20 ans. Si vous avez des locataires qui sont un peu moins bien, au bout de 5 ans, il y a peut-être un bout de peinture à refaire, etc. Pareil pour une chaudière. Attention, vous remplacez une chaudière, c'est 25 ans. Si vous prenez une chaudière bas de gamme, 10 ans. Si vous prenez une chaudière un peu haut de gamme, ça peut même faire plus que 25 ans si vous l'entretenez bien et que ce n'est pas usé anormalement. Pareil pour les sols, pareil pour la cuisine, etc. Ce que je veux vous dire, c'est que la banque, du coup, va ne pas aimer ces travaux supplémentaires. Donc, il faut rester cohérent dans le budget de travaux. Donc là, la technique, c'est: vous arrivez à vos 400 000, 600 000 € de dette, vous allez pouvoir refaire
plusieurs opérations donc, pour arriver à 1 million d'euros d'encours. L'encours, c'est quoi? Ça va être à quel point vous êtes exposé. Donc, il y a soit l'encours envers une banque, donc à quel point vous êtes exposé envers une banque, donc combien d'argent vous avez emprunté, ou votre encours général, à quel point vous êtes exposé au point de vue de plusieurs banques. Quand vous arrivez à ce. Donc là, par exemple, si on fait juste une opération, donc on a 200 000 euros pour une coloc et qu'on veut continuer à avancer, on peut en faire, du coup, il va nous en manquer 4. 4 opérations de 200 000 qu'on peut faire en SCI-LIS. Attention, parce que dès que vous faites une opération en SCI-LIS, il va falloir remettre de l'apport. Donc nous, dans notre cas, si on fait des opérations à 200 000 euros, généralement, la banque va nous demander entre 20 et 40 000 euros d'apport. Tout ça, c'est négociable. Il y a des façons de négocier. Il y a des façons aussi de récupérer cet apport. Là, vous venez avec moi et on cartonne tout. Donc là, grâce à votre SCI à l'IS, vous allez pouvoir arriver à du 1 million d'euros d'encours. Et là, vous touchez une première problématique. La première problématique, c'est ce million d'encours. Là, les banques vont vous regarder en vous disant « Ok, le mec, il est successful, il gagne 3 000 euros par mois, mais il a 1 million d'encours. Ok, il fait des investissements qui marchent bien, mais attention, j'ai un peu peur et ça va être un peu compliqué de défendre son dossier. » Donc là, généralement, on fait deuxième blocage. Donc, premier blocage, c'est les 35% de dette. Deuxième blocage, c'est les 1 million d'euros d'encours. Si vous voulez passer facilement ces 1 million d'encours, donc vous pouvez toujours y arriver en vous battant, mais attention, ça dépend de quel combat vous voulez mener. Là, il y a des personnes qui peuvent très bien arriver à du 2 millions d'encours, ça c'est le prochain palier, en se battant et en allant faire 50 banques et en n'ayant que des refus à part un mec. En fait, il vous suffit juste d'avoir une acceptation d'une banque et vous arrivez à franchir ça. C'est possible, je vous encourage à vous battre, mais il y a d'autres techniques aussi. L'autre technique, c'est si vous gagnez par exemple 2600, là, ça ne va pas fonctionner, vous allez vouloir gagner plus. Comment on va faire? On va essayer d'arriver dans les salaires à 5 000 euros par mois. Donc là, vous avez vu, on est obligé de suivre ce fonctionnement, on doit gagner plus, prouver que, en fait, on atteint un autre stade. Ces fameux 5 000 euros par mois, je vous en ai parlé tout à l'heure, là, vous êtes considéré comme quelqu'un qui gagne bien sa vie dans les banques et quelqu'un d'assez costaud. Je parle par personne. Alors, vous pouvez faire, sinon, vous pouvez le faire par... Enfin, oui, je parle par personne. Après, l'objectif aussi à ce niveau-là, ce qui serait bien sur votre milieu d'encours, et il y a des techniques pour ça, c'est d'arriver à du 500 000. Si vous arrivez à du 5 000 euros par mois pour une personne, et que progressivement vous arrivez proche des 500 000 euros de cash, donc cash, c'est du cash que vous avez ou de l'investissement en bourse ou de l'investissement en SCPI. Attention, les cryptos, ça ne marche pas pour le moment. C'est pas considéré, c'est un peu trop complexe pour les banques, donc c'est pas pris en compte là-dedans. Si vous arrivez du coup à du à peu près 500 000 euros en cash ou entre les deux, et alors là, j'ai plein de trucs pour vous, vous venez en coaching encore une fois, ce qui se passe, c'est que là, vous allez pouvoir continuer à faire dépasser ce million d'encours pour arriver à du 2 millions d'encours. Le 2 millions d'encours, il y a un gros stop. Il y a un gros stop. Pourquoi? Parce que là, vous avez, même si vous gagnez 5 000 euros par mois, il y a un stop. Et là, tout va dépendre de, du coup, combien vous gagnez et aussi du cash que vous avez de côté. Si vous voulez franchir les 2 millions d'encours et monter progressivement à du 5-10 millions d'investissement, là, c'est votre cash qui va jouer. Il y a deux choses qui peuvent jouer, soit c'est votre cash, soit c'est votre capacité à faire des business, je reviendrai dessus derrière. Du coup, là, ce que vous allez faire, c'est il va absolument falloir avoir du cash stocké, donc du 500 000 à 1 million d'euros de cash. Et là, si vous avez du 500 000 à 1 million d'euros de cash, les banques vont continuer à vous accompagner. Alors, soit vous pouvez négocier pour avoir des emprunts réguliers sur des investissements, soit il y a d'autres techniques d'emprunt pour pouvoir continuer à avancer. Et là, vous allez pouvoir arriver à du 5 millions, 10 millions d'encours. Ça, c'est quelque chose qu'on a pu faire avec certains d'entre vous. Donc là, c'est généralement les personnes qui sont les plus au taquet. Donc ça, on peut le faire en 2-3 ans. Il faut vraiment vous rendre compte avec les gars qui sont les plus au taquet. Moi, j'adore bosser avec vous, les gars, ceux qui sont vraiment chauds patates. On arrive à faire ces 5 à 10 millions d'encours en 2-3 ans. Ça peut sembler beaucoup, mais encore une fois, il faut se mettre à ma place. C'est-à-dire que moi, dans mon mois, du coup, je vais valider du 4 millions par mois d'invest. Donc, pour valider 4 millions d'invest, ça fait énormément d'invest qui sont regardés, beaucoup de validations, beaucoup de validations de dette. Donc, en réalité, indirectement, il y a des moments où je me pose la question, si moi je me remettais à faire de l'investissement. Alors, c'est simple aussi parce que je n'ai pas. Il y a plein d'éléments que je n'ai pas à gérer parce qu'indirectement, c'est délégué sur les personnes que je coach en fait. Quand vous venez dans mon programme de coaching, c'est indirectement comme si je faisais mes propres investissements pour moi, mais que vous travaillez indirectement pour moi. Donc c'est bien parce que vous travaillez pour vous, parce qu'à la fin, c'est vous qui avez l'invest. Mais en gros, je vous coach comme si vous étiez dans mes équipes. Et du coup, à la fin, vous arrivez à faire vos opérations. Ce qui veut dire que moi, tous les mois, c'est comme si je faisais 4 millions. Il faut se rendre compte. Donc par an, ça fait du 50 millions.
d'IMO. Donc, une seule personne qui veut faire une partie de ça, moi, il n'y a pas de problème. Ça dépend de sa capacité aussi, du coup, à bien comprendre, à franchir les étapes et aussi à avoir les financements, etc., etc. Ça, c'est une des techniques. Donc, on revient. Vous avez 5 niveaux. Premier niveau, les 35% d'aide. Deuxième niveau, le million d'encours. Troisième niveau, le 2 millions d'encours. Et après, quatrième niveau, vous êtes dans du 5-10 millions d'encours. Et là, vous pouvez y arriver. Ça, c'est une des façons. Je pense que vous pouvez avoir ça. J'espère que ça va vous aider. Il y a aussi d'autres techniques qui peuvent fonctionner. Une autre technique que moi, que j'ai réalisée, au bout d'un moment, quand vous êtes bloqué, par exemple, si vous n'avez pas ces 500 000 euros ou 1 million d'euros de cash, attention, encore une fois, il y a plein de façons de récupérer ces 500 000 et 1 million d'euros de cash. Et là, franchement, appelez Martin, venez, et là, on cartonne le truc. Vous avez aussi la technique que moi, j'ai utilisée, c'est-à-dire que là, vous allez essayer d'aller chercher d'autres types d'emprunts. Vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous ai parlé du fait que les rachats d'entreprise, les acquisitions d'entreprise, donc les LBO, donc c'est quand une entreprise se rachète elle-même, l'emprunt qui est utilisé n'est pas le même que l'emprunt immobilier. Il y a aussi un autre type d'emprunt qui peut fonctionner, alors qui est aussi le même type normalement que les SCI à l'IS. Quand vous faites une SCI à l'IS, vous passez dans de l'endettement pro. L'endettement pro, c'est sur du 20 ans et vous avez de l'apport, c'est une autre philosophie. Là, vous êtes pro dessus. Vous pouvez faire la même chose avec des entreprises. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai choisi de faire, pourquoi je me suis embêté à créer un espace de coworking en 2014 et pourquoi j'ai développé le truc et je l'ai gardé. Alors que normalement, j'aurais dû consacrer plus de temps à faire des projets plus conséquents. Parce que je n'avais pas vu le projet comme juste faire un coworking. Il y a un moment, quand vous choisissez des projets, il faut vous dire, est-ce que ce projet-là va vous rapporter assez par rapport à l'énergie que vous dégagez? Au début, malheureusement, on ne sait pas faire grand-chose. Donc, le premier bien IMO que vous allez racheter, si vous calculez simplement l'argent que vous allez gagner avec votre premier bien, donc par exemple du 500 euros par mois plus du 200 000 euros dans 25 ans, ça vaut indirectement, ça dépend d'où vous partez en fait. Quand vous partez, si vous ne gagnez pas beaucoup, ça peut valoir énormément le coup. Par contre, si aujourd'hui vous gagnez très bien votre vie, faire ce premier investissement, vous allez vous dire, mais ça vaut pas le coup. Bon, c'est assez rare qu'on dise que ça soit pas bon. Mais par contre, à un moment, quand vous êtes en faculté de travailler sur un sujet et de faire du 200 000 euros de cash, si vous vous mettez à fond dans une année, ou du 400 000 ou du 500 000 euros de cash, vous allez vous poser la question de est-ce que je fais plutôt ce projet-là ou est-ce que je développe un espace de coworking qui va me rapporter 80 000 euros de marge par an avec tous les problèmes qui sont liés. Moi, dans mon cas, pourquoi je me suis lancé dans cet espace de coworking? Déjà parce qu'à l'époque, j'avais beaucoup moins d'effets de levier que je pouvais utiliser sur moi-même pour générer de l'argent. Et aussi, c'est que mon vrai plan derrière cet espace de coworking, c'était de faire un business qui tourne assez pour pouvoir rechoper de la dette et acheter des locaux beaucoup plus grands. Et c'est grâce à ça que j'ai pu faire des investissements, enfin des emprunts en millions d'euros. Le véritable enjeu, et je veux vous le redire à tous, c'est que l'immobilier sans dette dans du locatif, ça, pour moi, ça n'a pas réellement de valeur en termes d'investissement. C'est-à-dire que ça ne va pas vous rapporter assez. On va reprendre, par exemple, j'aimerais bien vous ressortir un investissement et je vais vous refaire un épisode en fait sur quel est le rapport sur le montant d'apport dans un investissement immobilier par rapport à ce que vous allez réellement gagner et à la bourse. Je vous ferai un épisode là-dessus pour vous donner les détails. En tout cas, j'espère que l'épisode d'aujourd'hui a été clair sur cette dette. Moi, je vous souhaite vraiment de devenir au taquet sur vos investissements. Pour la grande majorité d'entre nous, on ne peut pas passer à côté de l'investissement dans un premier temps. C'est quelque chose qu'on doit utiliser. On doit en profiter aujourd'hui avec le système français et le système de dette. On y va. Première étape, on apprend à faire des invests qui marchent bien. On apprend à bien les gérer. Et deuxième étape, on apprend à en faire 10 fois plus. Voilà, je voulais vous donner les petites guidelines. Votre premier objectif, premier investissement. Et après, il faut penser beaucoup plus loin. Je sais que ça embête beaucoup de personnes quand je dis ça, mais vraiment penser en millions. Un investissement, ça dépend de vos objectifs et de vos enjeux. Si vous voulez vraiment avoir un truc game changer dans votre vie, alors déjà, votre premier investissement IMO, ce sera un game changer parce que c'est ça qui va vous permettre d'avancer. Donc, il faut le faire. Il faut le faire. On reviendra dessus aussi. Et après, c'est comment vous pouvez démultiplier tout ça. Vous venez d'écouter un épisode de La Retraite à 40 ans. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner, à rajouter 5 étoiles et à mettre un petit commentaire. Ça nous aide vraiment beaucoup. Pour être informé des nouveautés, rendez-vous sur devenirfrugaliste.com. Une question? Je réponds sur LinkedIn, Victor Lora, L-O-R-A. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes déjà au top. À très vite.